Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on est réunis aujourd'hui dans le cadre de la semaine olympique et paralympique et on a la chance d'avoir 6 invités qui vont partager ce moment avec nous pour parler du sport de haut niveau. Donc nous avons avec nous Léa Zoldner, une volleyeuse, Hugo Minig, basketteur, Jules Richstein, triathlète, Nicolas Gerbert, responsable du centre sportif régional d'Alsace, Patrick Moïse, sportif multisport et coach de l'équipe de France de bike. Et il y a Anthony Cassi, footballeur, qui doit nous rejoindre. Voilà, donc on a 1h30 devant nous pour parler du sport de haut niveau et plus particulièrement de comment devient-on un champion. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir ou qu'il faut développer pour y arriver? Quelles sont les difficultés que nos sportifs ont rencontrées? Quelles sont aussi leurs satisfactions? Mais avant de commencer le tour de table, de présenter vraiment en détail nos invités, je laisse la parole à Madame Marajo Guttmüller, conseillère d'Alsace, élue du canton de Reichshoffen, qui est en charge du sport à la collectivité européenne d'Alsace. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je vous souhaite la bienvenue autour de cette table ronde virtuelle qui est organisée dans le cadre de la semaine olympique et paralympique 2022. Cette semaine dédiée à l'olympisme revêt un caractère particulier à l'heure où les prochains JOP auront lieu à Paris, chez nous, dans 2 ans, 100 ans après ceux de 1924. Alors, je tiens à saluer tous les collégiens présents et leurs enseignants qui consacrent cet après-midi à l'esprit olympique qui va bien au-delà du sport. Comme vous le savez, chers collégiens, l'activité physique est vitale pour tous, mais notamment pour le développement général de l'enfant et de l'adolescent, et ce, à plusieurs échelles. Pour votre santé physique, bien sûr, mais aussi pour votre développement social et affectif. En effet, le sport permet de se familiariser avec des valeurs très importantes dans la vie, comme l'honnêteté, le travail d'équipe, le fair play, le respect de soi-même et des autres, ainsi que le respect des règles. Et la découverte des parasports permet aussi de changer le regard sur le handicap, d'en faire une partie toute naturelle, partie intégrante de notre vie, de notre société. Toutes ces valeurs que l'on cultive en faisant du sport forment un bon bagage pour la vie adulte, la vie professionnelle. Il faut apprendre à perdre quand on fait du sport, il faut apprendre à tirer des leçons de ses échecs, apprendre à rebondir, gérer sa joie quand on gagne, etc. Et parce qu'ils vont vous parler de tout cela, je salue et remercie nos prestigieux invités que Christophe Einart, qui animera cet échange, vous a présenté à l'instant et je pense que vous allez être présentés encore plus en détail tout à l'heure. Merci à vous, chers champions, de consacrer du temps aux jeunes collégiens, d'être pour eux des modèles de persévérance, de volonté et d'engagement. Merci de leur montrer que le sport, c'est bien plus que du sport et que l'olympisme est une philosophie de la vie permettant de développer les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. Je vous souhaite un moment d'échange enrichissant. Je ne pourrai malheureusement pas rester jusqu'au bout, j'ai un autre engagement tout à l'heure, mais j'espère qu'à l'issue de cette rencontre, et malgré l'inconfort dû à la visio, vous rentrerez tous les batteries chargées à bloc pour cultiver les 3 valeurs de l'olympisme que sont l'excellence, l'amitié et le respect au sein de votre collège et où que vous soyez. Alors, merci pour votre écoute et bon après-midi à tous. Merci, Madame Marajo. Donc, je propose qu'on fasse le tour des invités, que les athlètes se présentent, qu'ils donnent leur âge, qu'ils leur précisent leur discipline, qu'ils citent le club dans lequel ils évoluent, voilà, comme ils le souhaitent. Donc, honneur aux filles, commençons par Léa Zoldner, par exemple. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Ouais. Ok, bon, bonjour, enchantée. Je m'appelle Léa Zoldner. J'ai 25 ans, dans quelques jours, 26 ans. Voilà, je joue à la SPTT Mulhouse. C'est ma 7e année, voilà, au poste de libéraux. Et voilà, je suis heureuse d'être à vos côtés. Enfin, de ne pas être à vos côtés, justement, mais d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Ok, parfait. Merci. Hugo Minig, par exemple, pour la suite. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Hugo Minig. J'ai eu 20 ans il y a quelques jours.
Et donc, je joue au basket à la SIG Strasbourg. Et puis, donc, je suis dans l'équipe e-sport, mais je m'entraîne avec les pros tous les jours et je joue aussi un peu avec eux. Ok, très bien, merci. Jules Ripstein. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Super, bonjour Nicolas, bonjour Christophe, bonjour Madame Marajo, bonjour les enfants. Ça me fait plaisir d'être avec vous en distanciel là et de parler un petit peu de mon parcours. Moi j'ai 35 ans, je m'appelle Jules Ripstein, j'habite à côté de Strasbourg, là, à Lampertheim. Et j'ai commencé le triathlon à la fin du collège. Donc voilà, je serais heureux de parler, de donner un petit retour aux enfants, aux collégiens, parce que moi, c'est le collège qui m'a amené au triathlon. Donc ça fait plaisir de fermer la boucle de temps en temps. Patrick Moïsis, par exemple, puisque vous êtes à l'écran. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour les enfants. Je suis Patrick Moïses, j'ai 60 ans. Je suis ancien champion du monde de handbike et donc je suis l'entraîneur de l'équipe de France de handbike, en l'occurrence qui a participé aux Jeux de Tokyo. J'ai eu la chance de participer pour la 7e fois aux Jeux paralympiques. Et voilà, donc mon dernier grand objectif, c'est d'essayer d'amener un jeune de Mulhouse à Paris. Donc voilà, toute ma vie a été tournée autour du sport. Je suis également président d'un club mulhousien handisport. Patrick, vous pouvez juste préciser ce que c'est le handbike? Donc le handbike, c'est comme le nom l'indique, c'est du vélo à main. En fin de compte, c'est du vélo pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a des gens qui pédalent avec une jambe, il y a les aveugles qui font du tandem, il y a les infirmes moteurs cérébraux qui font du tricycle, et il y a les handbikes avec les gens comme moi en fauteuil roulant. Donc, on est plus ou moins couché, actuellement très très couché pour l'aérodynamisme, et on pédale à la force des bras. Okay. Très bien, merci. On poursuit par Nicolas Gerbert qui est dans la salle. Bonjour à tous. Donc Nicolas Gerbert, je suis pas un sportif de haut niveau, je suis un peu un intrus, mais je travaille effectivement au contact des sportifs et des sportifs de haut niveau. Donc je suis responsable du centre sportif régional d'Alsace à Mulhouse, qui est un bâtiment qui accueille aussi bien des sportifs qui sont en internat au sport-études, des sportifs qui viennent s'entraîner en externe, les collégiens, des lycéens, et des sportifs professionnels également qui viennent s'entraîner, se former et également récupérer. Finalement, c'est un bâtiment qui rend un service aux sportifs, que ce soit du niveau amateur ou au niveau professionnel. Et donc, je suis là pour témoigner un petit peu de ce rôle autour de la performance d'accompagnement. Parfait, merci. On aura certainement beaucoup de questions à vous poser. Je demande à la régie si Anthony Cassi est là. Non, toujours pas. Bon, écoutez, on démarre. S'il nous rejoint, on le prendra en route. On vous propose, donc les collégiens, je vous donne à peu près le programme pour que vous sachiez un peu les thèmes qui vont être abordés. Comme ça, vous pourrez aussi poser vos questions en fonction. On vous propose d'interroger d'abord les sportifs sur un peu comment ils ont découvert la discipline qu'ils pratiquent, comment ils ont accédé au haut niveau, donc un peu leur parcours. On enchaînera avec un deuxième sujet qui est en fait comment ils ont réussi ou comment ils font actuellement pour concilier le sport de haut niveau, les études ou sport de niveau et travail si c'est nécessaire. Et après, ils vous dévoileront un peu leur quotidien. Voilà, ils vous décriront comment ça se passe, une journée type chez eux, chose qu'on ne sait pas souvent. Et on finira un peu sur la motivation pour savoir comment ils font pour saison après saison, voilà, se remotiver, se réengager sur une nouvelle saison pour rester en fait au plus haut niveau. Ce qu'on vous propose, donc poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On a des collègues, Béatrice et Frédéric, qui les relayeront ou qui vous passeront la parole pour que vous puissiez directement interroger les sportifs, les coachs, les entraîneurs sur les questions que vous avez sur le sujet pratique que nous discutons. Voilà, donc on vous propose de démarrer tout de suite par le premier sujet, qui est en fait la découverte de la discipline et un peu le parcours d'accès au niveau.
Donc, la question qu'on a envie de poser, cette première question qu'on a envie de poser forcément à tous ces sportifs, c'est un peu de savoir, voilà, à quel âge est-ce que vous avez commencé à pratiquer votre discipline? Comment vous l'avez découverte? Et puis aussi, pourquoi cette discipline? Est-ce que il y a votre famille, des amis, etc., qui vous ont amené à pratiquer cette discipline? Et puis, par ailleurs, est-ce que vous avez eu des modèles qui vous ont inspiré pour poursuivre, pour s'accrocher, pour arriver au statut auquel vous êtes actuellement? Donc, Hugo, peut-être, Hugo Minig, puisque voilà, on se voit. Moi, ça s'est fait assez simplement. Mon père, il a baigné dans le basket professionnel et amateur. Donc, j'ai été vite mis dedans. Donc, j'ai dû commencer à l'âge de 4 ans. Donc, pour ceux qui connaissent du Haut-Rhin, j'ai commencé à Fastat jusqu'à mes 15 ans, donc jusqu'au collège. Et après, donc, je suis parti au centre de formation de la SIG à Strasbourg. Donc, ouais, moi, ça s'est fait par les liens de la famille, on va dire. D'accord. Et à quel âge as-tu rejoint le centre de formation de la SIG? C'était juste après le collège, donc à 15 ans, 15 ou 16 ans, j'ai rejoint la SIG. D'accord. Ok. Léa, peut-être un parcours un peu similaire, je ne sais pas. Oui, moi, c'est la même chose. Donc, j'ai mes deux parents qui baignaient dans le volley. Donc, j'ai commencé le volley à l'âge de 5 ans, je dirais, au VBCK à Kingersheim. Voilà. Donc, je suis née à Mulhouse et mes parents habitent à Kingersheim. Je suis ensuite allée au collège Émile Zola à Kingersheim où j'ai fait ma section sport-études donc, au collège en faisant du volley entre midi et 2. Et donc voilà, c'était on va dire les premières difficultés, c'était de concilier sport et études au collège. Et puis à la fin quand j'ai eu mon brevet, je suis allée à Paris me former pendant 2 ans au Pôle France. Ensuite, je suis allée 1 an à Toulouse et après ça, j'ai rejoint le centre de formation de la SPTT Mulhouse. Donc, j'avais 18 ans. Et voilà, j'ai fait 2 ans en centre de formation et ensuite, j'ai signé mon premier contrat professionnel à la SPTT Mulhouse. Voilà. D'accord. Merci. Peut-être Jules Ripstein, puisque Jules est sur un sport individuel, donc voir si c'est différent ou comment ça s'est fait. Ouais, alors moi, effectivement, je fais du triathlon handi, donc ça s'appelle paratriathlon, précisément. C'est du triathlon classique, sauf qu'on a un circuit international dédié aux personnes handicapées. Et on évolue uniquement sur format sprint, donc c'est des courses d'1 heure. Et moi, j'ai découvert le triathlon en fin de collège parce que, fortuitement, hein, un petit peu comme tout le reste de ma vie, j'ai l'impression, c'est à chaque fois des rencontres fortuites qui m'ont fait évoluer dans un sens ou dans un autre. Et là, c'est un copain de classe qui me dit: «Ah bah moi, l'année prochaine, je vais faire du triathlon». Et alors, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est le triathlon?» Moi, c'était dans les années 2002, moi je connaissais pas. Je faisais du foot à l'époque. Et puis comme on perdait souvent, je me suis dit à un moment donné: «Peut-être qu'il faudra que je change». Et là, ben, mon ami me parlait du triathlon et ça avait l'air sympa. Le fait de faire 3 sports différents, de les enchaîner, d'être dans un cadre naturel. Et donc je lui ai dit: «Bah, écoute, je vais faire ça avec toi». Et j'ai découvert à la fin de la 3e et à début seconde. Après, j'ai fait toutes mes années lycée à Molsheim, au lycée Henri Mech, à la section sportive triathlon. Et ensuite, je suis parti faire mes études à Strasbourg en STAPS. Et puis là, j'étais au centre régional. Et à la fin de mes études, j'ai eu un accident de la route et donc j'ai perdu une jambe et j'ai repris le triathlon seulement en 2017. Donc entre-temps, j'ai fini mes études, j'ai travaillé, enfin voilà. Et aujourd'hui, je fais du paratriathlon, donc je suis toujours un petit peu resté sur mes premiers amours quoi, depuis tout ce temps. D'accord, merci. Donc on voit que vous êtes plus ou moins tous, vous avez aussi, c'est des sections sportives dans les collèges, à l'époque sport-études, qui ont quand même été un peu déterminantes pour vous. Et on a là des collèges qui ont des sections, donc c'est vrai que on voit que c'est souvent un peu la première étape dans l'accès vers le haut niveau, quoi.
Peut-être Patrick Moïse, vu qu'il a pratiqué, j'ai lu sur les sites internet que vous avez pratiqué beaucoup de sport. Vous avez un peu tout testé, donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir votre regard. Oui, donc moi j'étais un jeune garçon qui pratiquait beaucoup de sport et malheureusement j'ai eu un accident à l'âge de 18 ans. J'ai eu une fracture de la colonne vertébrale, donc je suis en fauteuil et j'ai été rééduqué au centre de réadaptation à Mulhouse. Et ben, une des chances, ça a été que mon prof de sport de l'époque était Pierre Randax, ancien sélectionné olympique, qui, voilà, quand il m'a vu nager, il m'a dit il faut absolument que tu fasses une licence. Et donc, j'ai rencontré Pierre Randax et Maurice Chenaker, qui était responsable du basket fauteuil. Et c'est les deux personnes qui m'ont mis les pieds à l'étrier. Et donc, j'ai commencé par faire une licence très rapidement après mon accident, 9 mois après. Et donc, j'ai repris le sport quasiment dans l'immédiat. Et donc, j'ai jamais arrêté. J'ai fait plusieurs sports. Oui, le basket, j'ai commencé par le basket fauteuil, la natation, l'athlétisme et le handbike. J'ai aussi performé dans plusieurs disciplines. Et je crois que c'est super important pour le parasport d'avoir des relais dans les centres. Et par exemple, avant-hier, j'ai un jeune triathlète qui a eu un accident il y a 10 mois. Il s'est fait écraser en faisant du vélo. Et il a fait sa première sortie de handbike 10 mois après avoir eu son accident. Et je pense que c'est une personne qui va jamais s'arrêter de faire du sport, qui va reprendre goût à la vie aussi grâce à ça. Ça redonne des objectifs de la vie normale. Et donc, je crois que c'est très important qu'on puisse mettre les pieds à l'étrier assez rapidement quand on a un accident. D'accord, merci beaucoup. Donc là, on a un peu parlé de votre parcours pour accéder au niveau. On a parlé des sections, on a parlé de pôles, de centres de formation dans les clubs. On connaît les CREPS, l'INSEP, etc. Donc ça fait beaucoup d'organismes ou d'instituts. Est-ce que Nicolas, vous pouvez nous en dire un peu plus sur est-ce qu'il y a un parcours type ou une voie classique pour accéder au haut niveau, ou est-ce que il y a différentes voies? Alors, il y a une voie effectivement institutionnelle, hein, avec tout le travail qui est fait dans les clubs, dans les écoles de sport, dans les clubs. Puis, pour ceux qui ont un potentiel et une volonté d'aller plus loin, la possibilité d'aller en section sportive, souvent au moment du collège. Et derrière, à l'issue du collège, on fait souvent le choix d'aller vers le haut niveau, la haute performance, ou continuer dans une pratique, on va dire, intensive, mais plutôt pas forcément liée pour être en équipe de France. Et donc, la possibilité de rejoindre des pôles, donc des structures fédérales qui sont avec des entraîneurs vraiment qualifiés, qui ne sont pas forcément en lien avec les clubs, où on va essayer d'entrer en équipe de France. Et ça, c'est surtout pour les sports individuels et pour les sports professionnels, la possibilité de rejoindre des centres de formation qui ont, on parle de la SIG, on parle de la SPTT Mulhouse Volley, on parle du Racing Club Strasbourg. Ce sont des structures qui répondent à certains cahiers des charges et qui garantissent clairement la possibilité, donnent les moyens aux élèves, aux sportifs d'accéder au niveau, tout en maintenant quelque chose qui est très important pour l'équilibre du sportif, c'est-à-dire la formation scolaire et voire la formation professionnelle, mais avec des capacités d'adaptation. Et c'est vrai que le rôle des CREPS, le rôle du centre sportif également, c'est de faire le lien entre le monde de l'entraînement, les entraîneurs, les pôles, les centres de formation, le monde scolaire et les familles notamment. Ok, très bien. Avant qu'on passe à la suite, un petit mot pour les collégiens. Là, posez des questions, hein, n'ayez pas peur. En plus, vous les faites écrire, donc voilà, ça devrait le faire. Oui, j'avais une petite question, par exemple, pour Jules Ripstein. Comment ça se passe quand il y a les fameuses listes ministérielles pour les sportifs de haut niveau, sportifs élites, etc. Une fois qu'on est inscrit sur ces listes, est-ce que ça change des choses radicalement ou est-ce que c'est dans la continuité? Oui, ça change des choses.
Alors, pour être inscrit sur les listes de haut niveau ministériel, il faut faire des performances qui permettent de rentrer sur ces listes. Donc, c'est souvent des performances au niveau minimum européen, voire mondial pour entrer sur les listes élites. Et en fait, moi, ça m'a débloqué tout simplement toutes les aides des collectivités territoriales, hein. Donc là, on est hôte de la CEA pour cette conférence cet après-midi. Et la CEA m'aide, la région Grand Est m'aide, la ville de Strasbourg aussi. Donc voilà, ça m'a principalement débloqué tout ça. Donc c'est des aides financières et puis logistiques aussi sur des accès aux installations aux pôles médicaux et des choses comme ça, des aides dans la pratique. Tout simplement parce que ces collectivités, elles sont en relation avec l'État, avec le ministère des Sports et qu'elles ont des conventions d'aide pour leurs sportifs de haut niveau. Et donc j'ai envie de dire, elles ne sont pas obligées d'aider, mais il y a quand même des contrats et ça leur rend aussi service, enfin ça leur amène un retour d'aider leurs sportifs territoriaux, quoi. D'ailleurs, Jules, je crois qu'il y a une question du collège de Val-de-Moder pour vous. Alors, quel est le déclic qui lui a permis de continuer le sport de haut niveau malgré le handicap? Alors, moi, contrairement à ce que Patrick disait tout à l'heure, j'ai pas enchaîné directement après mon accident parce que ma vie changeait du tout au tout et j'avais besoin de beaucoup de temps pour intégrer le fait que du jour au lendemain, j'étais handicapé, il me manquait une jambe, quoi. C'est factuel, quoi, hein. Après, faut faire avec. J'ai pas eu le courage de reprendre dans la discipline que je pratiquais, le triathlon donc, immédiatement parce que j'avais peur de la comparaison avec ce que je faisais avant. J'avais déjà un très bon niveau régional. Je pense pas que j'aurais pu faire les performances que je fais actuellement en paratriathlon, mais je me serais sans doute orienté vers le triathlon longue distance, du fait que j'étais piètre nageur. Pour continuer en carrière professionnelle, j'aurais fait du longue distance de manière professionnelle. Et et ça, c'était plus possible du jour au lendemain. Donc après, se remettre directement et comparer avec ce qu'on faisait avant, pour moi, c'était trop dur. Donc j'ai continué, j'ai changé de formation, j'ai passé un autre BTS après ma licence TAPS. J'ai travaillé un peu et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'il était possible de courir, en fait. Le déclic, c'est ça, c'est qu'il était possible de courir, avec une prothèse et à partir de là, je me suis dit: «OK, je peux refaire du triathlon, et pourquoi pas en compétition». Mais c'était vraiment pas, un objectif, tout de suite après mon accident. D'accord. D'ailleurs, toujours Jules, moment assez sympa, une question du collège Henri Mec, où vous avez passé quand même votre scolarité. Non? Hein? Ouais. C'est une question du collège de Molsheim, mais pour Hugo Minignan. Ah, pardon. Alors, est-ce que votre carrière vous a privé de certaines choses? Alors, si c'est pour parler au niveau des études, non, parce que donc à la SIG, je pense que dans beaucoup de centres de formation, tout est axé pour réussir, on va dire, dans votre sport et dans vos études. Donc d'abord, il y a le premier objectif du brevet pour le collège, puis du bac pour le lycée. Et il y a vraiment une volonté de poursuite d'études. Donc moi, j'ai pas été privé à ce niveau-là, parce que donc je suis en deuxième année je prépare un diplôme de comptabilité gestion. Et donc j'ai des aménagements, j'ai tous mes cours à la maison, en distanciel, pour pouvoir aller aux entraînements 2 fois par jour et organiser mes cours un peu entre les entraînements, après l'entraînement et avant. S'il y a peut-être quelque chose où je suis privé, on va dire, c'est voilà, quand il y a des déplacements, des matchs, des entraînements, des fois je suis amené à louper voilà, des après-midi ou des soirées avec des copains, mais sinon il n'y a rien pour l'instant qui m'a été privé par rapport à ma carrière. Ok. Une petite question pour Léa, du coup, pour enchaîner, puisqu'on parlait un peu des études. Léa, au collège, vous étiez quel genre d'élève là, quand vous étiez comme nos petits jeunes? Et puis voilà, comment vous avez poursuivi après?
Alors moi, j'étais plutôt quelqu'un de studieux. J'étais quelqu'un de… Enfin, c'est plutôt mes parents qui m'ont toujours amené vers cette voie de beaucoup travailler. Et donc au collège, ça s'est très bien passé. Je dirais que ce qui était plus compliqué, c'était de partir hein, à l'âge de 15 ans. Donc le brevet, je l'ai eu parce que j'étais à la maison, parce que j'avais le confort d'habiter à côté du collège et tout ça. Mais ce qui était beaucoup plus compliqué, c'était effectivement les années où j'étais à Paris, à Toulouse, et où on se retrouve en internat du jour au lendemain, loin de sa famille. Et là, c'était, on va dire, les années les plus compliquées. Et c'est pas pour autant qu'il fallait que je me laisse aller, parce que ben, le CREP, c'était à côté pour surveiller, et il fallait des résultats scolaires pour être gardé et pour pouvoir continuer, le sport, parce que sinon on était renvoyé à la maison, quoi. C'était dans le contrat. Donc voilà. Ensuite, je suis rentrée à la maison. J'ai passé mon bac au lycée Albert Schweitzer. Et puis ensuite, ben, vu que j'ai la chance d'être mulhousienne et d'avoir le Palais des Sports à côté de l'UHA, j'ai réalisé une licence en sciences de l'éducation, donc en 5 ans à la place de 3 ans. Et puis là, ben, je suis en master 2e année. Et donc, je suis en train de préparer mon mémoire que je vais passer à la fin de l'année en septembre. Voilà. Ok, très bien. Bah, peut-être recueillir l'avis de Nicolas, responsable du centre sportif, un peu sur cette conciliation sport, études en même temps, etc. Votre avis? On parlait tout à l'heure de parcours, mais finalement, chaque parcours, alors il y a des moyens qui sont mis en place, il y a des institutions qui essaient de travailler ensemble, mais finalement, chaque parcours est singulier. Et c'est vrai que le parcours de Léa, c'est presque du cousu humain. Tu l'as dit, Léa, un parcours en 5 ans, une licence en 5 ans au lieu de 3 ans. Mais ça fait partie des avantages des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, quand ils sont sur les listes ministérielles dont on parlait tout à l'heure, ont des contraintes, ils doivent rendre des comptes sur pas mal de choses, passer un certain nombre d'examens médicaux, mais aussi les avantages de pouvoir étaler leurs études. C'est un public qui va être sur le marché du travail beaucoup plus tard qu'un public non sportif. Et il faut accepter de pouvoir étaler les études en fonction des rythmes d'entraînement, de compétition. Enfin, on sait qu'une saison, notamment pour Léa, il peut y avoir 2 matchs par semaine avec 2 déplacements, parfois un en Europe et un en France. Pour suivre une scolarité, c'est très compliqué et ça nécessite vraiment une belle coordination autour de la cellule du sportif, la cellule de l'athlète, entre ses entraîneurs, la formation, le lycée ou l'université. Et parfois, il faut que ce soit encadré et poussé. Puis à un certain âge, on acquiert une certaine autonomie. Tu l'as dit, Léa, hein, au CREPS, les gens te suivaient de très près. Et je pense que maintenant, le lien avec l'université se fait directement et tu arrives à gérer ça. Donc, ce sont des compétences que les sportifs apprennent à s'organiser, à prioriser. Et au final, quand ils viennent sur le marché du travail, ils viennent aussi avec… on va appeler un petit plus, valeur ajoutée, en disant moi j'ai su mener de front plusieurs projets de haut niveau et c'est vraiment à valoriser. Donc félicite, bravo pour le parcours. On a évoqué le parcours et tout ça, on a parlé, Hugo, on a parlé un peu par rapport aux frustrations de louper des fêtes de famille, etc. Quelle est un peu l'importance de la famille, des entraîneurs, du club lui-même, etc., dans cet accompagnement et tout est-ce que même les amis, etc., pour garder un peu les pieds sur terre, pour rester connecté à la réalité. Alors peut-être, je ne sais pas, Patrick Moïse, peut-être vous entraînez aussi des athlètes dans le cadre de l'équipe de France. Un peu tout cet écosystème qui est autour du sportif. Chacun a un rôle, j'imagine. Oui, donc bien évidemment, le rôle le plus important, je crois que pour les athlètes qui sont chez eux, ce sont la famille, parce qu'il faut vraiment cette aide et ce soutien inconditionnel de la famille, parce que la vie de sportif de haut niveau et d'étudiant en parallèle, c'est vraiment très, très compliqué. Et donc, c'est sûr, les amis sont importants également, mais je crois aussi à le fait d'être en équipe et de se sentir bien dans une équipe qui est souvent une seconde famille.
Et souvent, les plus jeunes aussi ont l'image des plus grands qui ont réussi. Et donc, voilà, je crois que c'est sûr, quand on est étudiant ou collégien normal, on pense aux sorties, etc. Mais quand on voit Arnaud Merclé, qui n'a pas pu jouer sa finale en Inde il y a 3 jours parce qu'il avait le Covid, demandez-le ce qui est un peu plus important, faire une sortie avec les copains ou pas pouvoir jouer une finale en Inde. La réponse, elle va être vite vue. Donc voilà, c'est toujours le rapport qu'on met à ce qui est important. Et je crois que pour ces jeunes qui sont là, ces jeunes sportifs, on voit bien qu'ils ont les pieds sur terre. Et ça aussi, souvent, Léa l'a rappelé, ses parents lui ont rappelé que le plus important, c'est le travail dans le sport, mais aussi à côté, parce que pour réussir, il faut travailler. Ok, merci. Mes collègues me disent qu'il y a des questions, notamment du collège Henri Mec de Molsheim. Une question à Jules Ripstein. Trouvez-vous que c'est plus difficile de faire du sport en ayant un handicap? Alors, dans mon cas, oui. Personnellement, je peux comparer avec ce que je faisais avant, ce que je fais actuellement. En fait, c'est plus dur parce que il y a tout le côté appareillage à gérer, donc ça prend du temps de faire des prothèses qui fonctionnent bien, de les améliorer. C'est toute une dimension de la performance aussi parce que c'est du matériel qui peut permettre d'aller plus vite ou moins vite si on est mal équipé. Et la deuxième chose, c'est que ça génère des blessures et des bobos assez récurrents. Et donc, il y a tout ce côté-là à gérer en plus, en plus du travail classique, hein, qu'on fait comme des sportifs de haut niveau valides. Donc, ouais, c'est plus dur parce qu'il y a ces aspects-là en plus. Et bah, par exemple, moi, ça fait 3 mois là que j'ai rien pu faire. J'ai dû couper parce que je me suis blessé à cause de la prothèse et donc bah, ça m'a foutu dehors pendant 3 mois, quoi. Donc là, c'est très compliqué pour reprendre et il va falloir que je bosse rapidement et beaucoup plus que si j'avais pas été blessé à cause de l'appareillage. Donc voilà, c'est ça la différence. Patrick Moïse, peut-être si vous voulez dire un mot aussi sur ça, vous qui avez essayé beaucoup de sports différents, effectivement, c'est difficile de s'adapter à des équipements et tout. Oui, oui. Donc après, moi, j'ai pas du tout la même vision parce que voilà, j'ai pas repris un sport que je faisais avant. Donc pour moi, c'était vraiment une fenêtre de secours de pouvoir faire du sport assez rapidement. Parce qu'à l'époque, j'étais cuisinier. Je me retrouve en fauteuil. Je ne me voyais pas refaire de la cuisine. Donc, j'avais pas 36 000 alternatives. Ensuite, le fait d'être handicapé, bien sûr, c'est plus compliqué parce qu'il y a des bobos comme tu viens de le signaler. Mais après, c'est aussi des challenges de trouver justement du matériel. Quand on garde bien, on arrive à aider à développer du matériel pour les handicapés, pour faire du sport, mais pas que pour faire du sport. Je veux dire, si tout le monde marche comme vous marchez maintenant, les amputés de jambes avec des prothèses, c'est aussi grâce au sport. Nous, par exemple, les fauteuils roulants ont évolué grâce au sport, donc qui ont été adoptés à la vie de tous les jours. Et donc ça, c'est quand même une avancée et ça fait avancer le schmilblick. Et je trouve que c'est valorisant pour nous, les sportifs handicapés, d'aider à améliorer le matériel. Ok, merci beaucoup. On a une question du collège de Val-de-Moder à Pfaffenhofen. Oui, tout à fait. Est-ce que le collège, vous voulez ouvrir votre micro et poser votre question? C'est une question pour Patrick Moïse. Alors, est-ce que vous arrivez à prendre le micro, collège Val-de-Moder? Vous m'entendez? Vous nous entendez? Bonjour. Oui, bonjour, très bien, allez-y. Il y a une élève de 6e qui aimerait poser une question.
Vas-y. Après, tu parles plus fort, hein, vas-y. Bonjour. Patrick, comment faites-vous pour assurer la locomotion et la direction lors de votre pratique? Vous avez entendu? Donc, j'ai pas très bien entendu la locomotion est là. En fait, l'élève se pose la question comment vous faites pour assurer d'une part la direction sur votre vélo, enfin sur le vélo, Oui. malgré son aménagement, comment vous faites? Parce qu'ils n'ont aucune représentation en fait de comment ça fonctionne. Alors, D'accord. charge à moi de leur montrer tout à l'heure à la fin de la réunion éventuellement quelques images, mais comment est fait comment vous assurez la direction et en même temps la vitesse Oui. de course. Donc, la position dans le vélo est vraiment, on est allongé les jambes à l'avant, près de la roue avant. C'est un vrai vélo, hein, donc avec un changement de vitesse à l'avant, à l'arrière. Et donc, on pédale en simultané parce que si on pédalait comme les cyclistes, on deviendrait dingue parce que la fréquence de pédalage moyenne est de plus de 100 pour les handbikes couchés. Donc, on a beaucoup plus de force. Et en fin de compte, on dirige avec les mains. C'est assez facile. On fait des démonstrations dans les lycées, dans les collèges. Et quand vous mettez un jeune dans un vélo, dans un handbike, en 3 secondes, il a compris, hein. C'est vraiment très naturel comme position et c'est assez facile. Voilà. Le plus compliqué, c'est un peu la position parce que les moyennes, alors ça, on a un peu du mal à se le représenter, mais les plus grandes moyennes sont en plus de 44 de moyenne. Donc la difficulté, c'est la position parce qu'on est allongé à cause de l'aérodynamisme. Et donc regarder la route et s'adapter à la vitesse. C'est vraiment les deux choses qui sont un peu plus compliquées. Mais sinon, c'est vraiment assez facile à utiliser. J'ai vu qu'il y avait une autre question par rapport à ce que j'avais ressenti la première fois que vous êtes allé aux Jeux paralympiques. Donc, en fin de compte, j'ai eu mon accident en 1980. J'ai travaillé pour aller aux Jeux paralympiques de 1984 à Los Angeles. Je ne suis pas allé pour des raisons géopolitiques, on va dire, ou politiques tout court. Et j'ai été tellement déçu que je me suis juré qu'une fois dans ma vie, j'irai aux Jeux paralympiques. Et donc, j'ai travaillé vraiment fort, matin, midi et soir, parce qu'à l'époque, je faisais de la natation. Donc, comme beaucoup savent que quand on nage beaucoup et souvent. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui m'ont accompagné tout ce temps-là. Et quand on travaille avec un objectif bien précis et qu'on réussit à atteindre son but, je crois que c'est une des plus belles choses de la vie. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Séoul en 1988. Et donc, ça a été vraiment un moment extraordinaire parce que, bien sûr, il faut se remettre dans le contexte. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Moi, j'ai appelé ma maman au PCV pour lui dire que j'avais gagné une médaille. Donc, voilà, c'est un truc de dingue. Voilà. Et c'est toujours aussi le fait que moi, j'habite un petit village à Ungersheim. Et quand j'ai vu ce que ça faisait comme effet par rapport à la population de mon village, qui avait jamais, bien sûr, jamais vu un de ces jeunes aller ni aux Jeux olympiques ni aux Jeux paralympiques. Et donc, c'était une première et ça a été tellement la fête au village, on peut vraiment le dire, que voilà, toutes les années, toutes les heures d'entraînement et de sueur, c'était pas plus très important. Super, merci. Mais pour en revenir, j'étais aux Jeux de Tokyo et je pense que s'il y avait eu le public, ça aurait été les Jeux des Jeux. Et je pense que, voilà, même après plusieurs épreuves de Jeux paralympiques,
quand on a la chance d'aller à des Jeux olympiques ou paralympiques et qu'on gagne une médaille, c'est vraiment ce qui est le plus beau. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Justement, ce ressenti, ça me fait une question à poser à Hugo et à Léa. Savoir un peu quelle a été si vous vous souvenez de votre émotion, de la sensation que vous avez eue la première fois que vous avez pu jouer avec l'équipe 1, avec les pros, quoi, que vous êtes monté pour Hugo sur le parquet ou Léa sur le terrain aussi. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué d'être enfin avec l'élite, quoi? Hugo, si tu veux commencer. Alors, moi, je m'en souviens très bien parce que c'était il y a un peu plus d'un mois. Donc, j'ai fait ma première entrée en pro, donc c'était à Paris. Là, c'était bien, mais j'ai plus ressenti d'émotion quand je suis rentré en jeu ici à Strasbourg, avec le public de Strasbourg qui m'encourageait et j'ai mis mon premier panier. Et c'est vraiment une sensation incroyable de sentir toutes ces personnes qui vous poussent. Et puis, ça, ouais, c'est indescriptible par rapport à tout le travail que j'ai fait, par rapport à tous les entraînements, toutes les heures de basket. Et c'est en quelque sorte une récompense. Et ouais, c'est un sentiment incroyable. Ok. Avant de laisser la parole à Léa, Hugo, il y a une autre question pour vous. Est-ce que vous avez un idole qui vous a inspiré? Quand j'étais tout petit et que je regardais pas encore la télé, c'était mon papa, donc qui jouait encore au basket. Donc j'allais le voir quand j'étais tout petit. Et à votre âge, quand je regardais la télé, je dirais Tony Parker, pour ceux qui connaissent. Et je pense que beaucoup connaissent. Et un peu plus récemment, il y a Franck Ntilikina, donc qui est un ancien Strasbourgeois et qui est passé par la SIG Strasbourg et qui est maintenant en NBA. Donc on va dire que ce serait mes 3 idoles de jeunesse. Ok, très bien. Léa, si tu peux nous parler de ton émotion ou un souvenir fort que tu as eu la première fois que tu as joué en Liga de volley. Moi, je dirais que c'est vrai que j'ai signé à 18 ans en centre de formation. Donc, j'étais sur le banc. Hein, voilà, j'ai commencé, c'était les débuts. J'étais pas du tout titulaire. Donc, j'ai fait 2 ans. C'était des rentrées de rêve. Voilà, il fallait apprendre. Hein, on arrive dans un nouveau monde, le monde professionnel. Donc, on sort des pôles et des centres des pôles et de la formation. Mais en fait, on n'est pas du tout prêt au niveau professionnel. Donc, je dirais plutôt que c'est vraiment j'ai eu la chance que le club me mette titulaire à 20 ans. Voilà. C'est aussi malheureusement l'année où j'ai perdu mon papa. Donc, j'ai eu un gros drame dans ma vie. Et c'est aussi l'année où on a fini championne de France. Donc, première année titulaire à 20 ans et championne de France à Paris. Donc, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je pense que c'est le plus beau moment où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et c'était une belle récompense. Et voilà, je dirais que c'était un moment émouvant et j'étais fière de moi. Voilà. Très bien, merci. On a une question du collège Paul Werner d'Arnheim. D'Arnheim, oui. Alors, est-ce que le collège peut poser la question? Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc je suis enseignante au collège Paul Werner et je suis avec les élèves de l'ULIS qui sont eux-mêmes en situation de handicap. Donc on aimerait bien peut-être un message de la part des champions pour motiver ces élèves, pour leur montrer que ce n'est pas parce qu'on a des difficultés ou des différences qu'on ne peut pas réussir aussi bien que vous. Du coup, Patrick Moïsis, peut-être, si vous pouvez reprendre un peu la main pour encourager ces jeunes du collège à peut-être à se donner aussi à fond dans une discipline et à pratiquer. Voilà, donc le problème pour les jeunes en situation de handicap dans les ULIS et dans les centres de réadaptation ou les centres de formation, c'est vraiment le fait de pouvoir faire du sport. Quand on sait que la plupart de mes gamins, donc j'ai une école des sports depuis 20 ans à Mulhouse, plus de 20 ans, et la plupart de mes élèves ne peuvent pas faire du sport en collège normal parce qu'ils sont en situation de handicap. Donc, une des premières choses à faire, c'est de trouver des clubs où il y a des formations pour les plus jeunes. Et une deuxième chose, c'est qu'il faut voir avec les collèges pour qu'il
les séances de sport soient ouvertes aux personnes en situation de handicap, parce que souvent, c'est double punition. Ils n'ont pas le droit de faire de sport, mais en plus, ils doivent aller en études, faire des devoirs. Donc, quand vous êtes un gamin de 12 ans qui aime faire le sport, c'est vraiment double punition, hein. Pas de sport et les devoirs à côté. Donc, voilà, je crois que c'est vraiment un des chevals de bataille des parents qui sont parents d'enfants handicapés, c'est de se battre avec les collèges, les lycées où leurs enfants sont scolarisés pour avoir le droit de faire du sport. Et quand on prend l'habitude d'aller à l'entraînement, parce qu'en fin de compte, tous les gamins valides, ils commencent à jouer au foot quand ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, où ils font de la gym, où ils font du vélo ou du volley, mais ils prennent l'habitude d'aller à une séance de sport régulièrement, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, et donc ça fait partie de l'hygiène de vie. Et souvent, pour nos gamins handicapés, c'est pas une logique, parce que, comme le disait Jules tout à l'heure, il y a des choses prioritaires, il y a les soins, il y a la kiné pour les gamins qui ont un plus grand handicap, etc. Donc, plutôt que de les amener au sport, on les amène au kiné. Et voilà, donc on ne prend pas l'habitude d'aller faire du sport. Donc, c'est vraiment un des chevals de bataille des parents des enfants handicapés. Mais il faut qu'ils sachent qu'il n'y a absolument aucune barrière. Les fédérations, soit handisport, soit fédérations valides comme le triathlon. Jules, il est licencié à la Fédération française de triathlon, où ils font du paratriathlon. Donc, il y a vraiment toutes les disciplines sont ouvertes. Et il faut vraiment saisir l'opportunité d'avoir les Jeux à Paris, parce que tout va être axé pour les parasports comme pour les sports. D'accord. Encore une question de l'École européenne de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez poser la question vous-même ou je la... Est-ce que vous pouvez prendre le micro? Bon, je vais poser la question. Oui, on arrive, on est là. Super. On vous écoute. C'est pour Patrick. Est-ce que vous regrettez quelque chose dans votre carrière si vous pouviez refaire tout? Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez pareil? Oui, bien sûr, parce que j'ai eu la chance de faire que des choses que j'aime. Après, il y a eu une question qui a été posée et j'aimerais bien que les copains y répondent après. Quel est votre plus gros regret? Pour moi, c'est sûr que c'est là où j'ai eu le plus de mal, c'est quand j'ai vu que je suis arrivé 2e aux Jeux paralympiques. Voilà, j'ai pleuré pendant 2 heures. Mais après, bien sûr, je crois que je referai tout pareil parce que quand on a eu la chance d'avoir la vie que j'ai eue, ça fait tellement d'années que je fais que ce que j'aime, et avec bien sûr des contraintes, parce que l'entraînement, les voyages, etc., c'est tout de la contrainte. Mais quand on fait ce qu'on aime, je regrette pas une seconde, ni d'entraînement, ni de voyage. Et il y a une chose qui, pour moi, est super importante, c'est les amitiés qu'on arrive à nouer dans le monde du sport. Sur toutes les années, où que j'aille en Europe ou dans le monde, je me dis à cet endroit, je connais cette personne, s'il m'arrivait quelque chose, je saurais où aller sonner, et je crois que ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Voilà, ça fait partie du sport. Des fois, quand on entend les journalistes qui disent « Ah oui, mais ils se serrent la main alors qu'ils viennent de se battre pour gagner un match », ouais, mais le match, c'est pendant qu'on joue et une fois que le coup de sifflet final est donné, c'est la vraie vie qui reprend. Donc, voilà. Très bien, merci Patrick. Mes collègues de la régie me disent qu'il y a beaucoup de questions un peu sur la vie quotidienne des sportifs, donc on va aborder ce sujet. Et donc il est particulièrement intéressant puisqu'on a donc Hugo et Léa qui sont dans des clubs de sport co. Julien, lui, il est dans un club aussi à la SPTT Strasbourg, mais il s'entraîne tout seul. Donc ce serait intéressant que vous nous décriviez un peu une journée ou une semaine type de votre vie de sportif.
voilà, que vous vous levez à quelle heure, vous faites quoi, vous vous entraînez une ou plusieurs fois par jour, est-ce que vous faites des siestes, est-ce que vous vous couchez tôt, vous mangez combien de fois par jour, enfin bref, etc. Donc, beaucoup de choses qui nous intéressent, qui intéressent les jeunes un peu. Donc, peut-être, Hugo, on te laisse la parole. Ouais. Alors pour nous, une semaine type, donc avec l'équipe professionnelle, c'est une dizaine d'entraînements à peu près par semaine, de 1 heure, 1 h 30. Mais après, nous aussi, ça dépend, un peu comme la SPTT Mulhouse, on est engagé en compétition européenne. Donc là, par exemple, hier, on a joué en Lituanie. Donc des fois, c'est un peu bouleversé quand on fait des déplacements dans toute l'Europe. Mais donc une semaine type, on va dire, avec un match le week-end, bah, c'est au moins un entraînement tous les jours, plus une séance de musculation ou des soins en kiné. Et puis préparation du match, donc souvent les jeudis, vendredis, samedi matin, on fait un peu de shooting pour se préparer pour le match. Et donc moi, une semaine type pour moi, c'est donc à chaque fois quand on a entraînement à 10 h et 16 h. Donc c'est un réveil à 8 h pour faire donc petit déjeuner, 1 heure, 1 h 30 de cours avant à chaque fois l'entraînement. Ensuite, rentrer de l'entraînement, manger, une petite heure de sieste, une petite heure encore de cours et retourner à l'entraînement donc à 16 h. Et après, le soir, c'est vraiment repos, télé, console. Et puis voilà, ça c'est à peu près une journée type dans une semaine type, voilà, on va dire. Ok. Bah, Léa peut aussi donner son vécu. Oui, bah moi, c'est un peu comme Hugo. Donc, une semaine type, on va dire que là, enfin, ça arrive très peu en ce moment qu'on n'ait qu'un match par semaine. Donc, on joue le samedi habituellement. On a souvent un décrassage donc le samedi matin avec le match le samedi soir. La semaine prochaine, on part en Finlande dans le cadre de la Champions League. On va aller à Istanbul aussi dans 2 semaines. Et puis sinon, voilà, on a une dizaine d'entraînements par semaine. Nous, c'est un peu plus long, c'est plutôt des séances de 2 heures d'entraînement et des séances d'1 heure de muscu et d'1 heure de matin. On fait pas mal de techniques le matin, de spécifiques, parce qu'on a des postes où c'est vrai que c'est un sport qui est très dur techniquement. Et puis voilà, on a la chance d'avoir le centre sportif qui nous accueille pour des séances de cryothérapie. Donc ça, on en a 2 fois par semaine avec des séances de bain froid et de sauna. C'est très important avec des massages avec les kinés. Si je devais dire ma journée type, donc nous, on a un peu de moins de chance que Hugo, on s'entraîne à 9 h le matin, donc c'est plus tôt. Voilà, mais j'essaye de retarder le plus possible parce que j'aime bien dormir, donc je me lève à 7 h 45, 8 h au plus tard, et puis voilà, petit déj le matin. Comme j'ai dit, on a souvent 1 heure de technique et 1 heure de musculation. Je rentre à 11 h, je prépare mon repas, je mange. L'après-midi, je travaille. Voilà, c'est quand j'ai le droit à une sieste, je suis la plus heureuse. Ensuite, re-entraînement l'après-midi et puis le soir, dîner plutôt léger pour bien digérer et bien dormir. Et puis, petite série avant de dormir et de reposer un peu la tête, quoi. Voilà. D'accord. Bah, donc là, ça peut être intéressant d'enchaîner avec Jules, qui donc effectivement voilà, n'est pas dans un club, qui doit, je pense, lui-même organiser ses entraînements, etc. Donc effectivement, Jules, ce serait intéressant que tu nous donnes ta pratique. Bah, bien vu, c'est exactement ça. Alors moi, je suis licencié à la SPTT Strasbourg, mais j'ai la chance d'être professionnel, donc de pouvoir m'entraîner en journée. Et puis, j'ai un enfant, bientôt 2, une femme, donc j'ai une vie de famille aussi à gérer. Et donc, le sport, c'est pas une priorité, j'ai plusieurs priorités. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je m'organise un peu comme je veux. Je suis un électron libre. Je profite des installations de la ville de Strasbourg, les piscines principalement. Je m'entraîne généralement 2 fois par jour, sauf le dimanche. Alors en triathlon, c'est un peu différent parce que, on n'a pas une saison, régulière avec, des matchs tout au long de l'année, 1 fois par semaine. En fait, les courses, c'est du printemps à l'automne. Donc, l'hiver, c'est une période qui est dédiée à la préparation foncière et on atteint des volumes d'entraînement qui sont assez conséquents. Et puis à l'approche des compétitions, on va passer plus sur de l'affûtage et relâcher un peu le pied.
sur le volume d'entraînement, mais on peut dire que sur l'année, si on lisse sur l'année, ben, je fais 17-18 heures d'entraînement par semaine lissé sur l'année avec des semaines à 8 heures et des semaines à 30 heures, ça dépend. Mais je m'entraîne jamais le dimanche, voilà, parce que c'est le jour du Seigneur. Non, parce que le dimanche, c'est la famille, quoi. Le samedi, il y a des séances et donc déjà, je loupe pas mal de moments avec mon fils. Mais en gros, je me lève pas très tôt le matin. La première chose que je fais, c'est que je déjeune avec mon fils et je l'emmène à l'école. Et je le récupère à 17 heures. Et entre ça, il faut que je case 2 entraînements, une sieste si j'ai le temps, du marketing, du travail de recherche de sponsors. Des soins et voilà, mais il n'y a pas de journée type, ni de semaine type. D'accord, merci. Peut-être Nicolas Gerbert, en tant que responsable du centre sportif de Mulhouse, peut un peu nous en parler aussi par rapport aux pensionnaires que vous recevez au centre. Comment ça se passe? Effectivement, pour les collégiens, lycéens, des rythmes très variés, souvent en fonction de la discipline. Il y a des disciplines comme la natation qui nécessitent du temps entre les 2 entraînements. Ils s'entraînent forcément au moins 2 fois par jour. Ou le triathlon, où à un moment donné, il faut pouvoir avoir du temps. Donc on commence tôt. Les nageurs commencent souvent à 6 heures dans l'eau pour refaire une séance à 16 heures l'après-midi. Les triathlètes, ils essayent aussi de commencer tôt. Parfois, ils en calent une entre midi et 2 et une le soir. Donc, parce que c'est 3 fois plus sympa, hein, n'est-ce pas, Jules? Et après, les sports collectifs, vont avoir des périodes plus cadrées, mais comme tu le soulignais, la saison pour un sport collectif est dure plus du long, tandis que pour les sports individuels, il y a 1, 2, 3, 4 objectifs dans l'année, ce qui fait qu'on passe par des grosses périodes d'entraînement très chargées, où on va connaître une grosse fatigue. Je disais que je voyais une question sur le burn-out, mais la récupération fait partie de l'entraînement, donc on mesure la charge de travail, on mesure la fatigue que l'on va créer, parce que plus on va avoir de la fatigue, plus en récupérant, le corps va s'adapter et va être plus fort après. En fait, le principe d'entraînement, c'est ça, c'est de créer de la fatigue, récupérer, et après supporter encore mieux la fatigue suivante qu'on va amener. Et du coup, l'entraînement, comme les soins, tu parlais de cryothérapie. Alors, j'ai bien aimé, Léa, quand tu as dit nous avons la chance d'aller faire de la cryothérapie au centre sportif. Effectivement, quand tu viens, j'ai pas l'impression que tu as l'impression d'être chanceuse, parce que faut quand même dire qu'elle vient se mettre dans une salle à moins 110 degrés en maillot de bain. Donc, effectivement, c'est une chance parce que ça aide à la récupération, mais sur le moment, elle sourit pas comme là. Non, je fais la grimace. Mais après, je suis bien. Non, mais c'était pour le petit clin d'œil. Mais voilà, c'est vraiment une organisation qui peut être très cadrée, très professionnelle, ou dans le cadre de sport où il y a une fréquence de compétition qui nécessite ça, ou une régulation un peu plus cousu main, comme pour Jules, qui s'adapte aux 360 degrés de la vie de l'athlète, et qui est dans tous les cas qui est adapté. Même dans le collectif, on adapte la programmation, on adapte la technique, on adapte les charges de fatigue et on adapte les entraînements. Donc un établissement comme un Krebs ou le centre sportif doivent être en capacité de répondre à tout ça. Donc ça veut dire que les matins, les nageurs partent avec un petit panier à 5h45. Ils mangent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils arrivent à manger avant d'aller nager, mais surtout ils mangent beaucoup après. Tandis que les voilieuses viennent prendre leur déjeuner à table, et toute la journée comme ça s'enchaînent les repas, et le soir on a des hockeyeurs qui rentrent à 23h30 ou des badistes qui rentrent à 23h30 de l'entraînement et qui vont prendre leur repas, parce que le premier moyen de récupérer, c'est d'avoir une alimentation adaptée et ensuite de pouvoir bien gérer ses phases de sommeil. Donc tout ça, c'est de la haute précision, et c'est très intéressant de l'explorer. Ok, très intéressant. Il semblerait qu'il y ait des questions, notamment du collège Henri Mec de Molsheim. Oui, tout à fait. Est-ce que vous souhaitez prendre le micro à Molsheim? Vous aviez une question également pour Patrick sur ses heures d'entraînement.
Molsem n'a pas de micro. Alors, je vais poser la question pour eux et après, je vais laisser la parole à ma collègue qui a pas mal de questions aussi. Donc, à Molsem, Patrick, ils aimeraient savoir combien d'heures par semaine vous entraînez les athlètes en tant qu'entraîneur, par exemple, quand vous allez emmener votre équipe aux Jeux de Tokyo. Oui, donc faut savoir que les handbikers et les paracyclistes sont des cyclistes avant tout. Et donc, si on fait un récapitulatif sur l'année, les athlètes pédalent entre 16 et 20 000 km par an, donc, avec les bras, donc, ce qui est énorme. Ensuite, quand on arrive plus proche des compétitions, bien sûr, ça se réduit. Il y a moins de volume et plus de qualité. Mais par exemple, aux Jeux paralympiques, donc on a eu la chance d'y aller pendant un mois. On avait prévu d'avoir un pré-camp pendant plus de 2 semaines avant d'arriver à Tokyo, à cause de l'acclimatation à la chaleur, comme c'est un sport d'extérieur. Et donc là, la journée type, elle était encore plus précise qu'en France, parce qu'on était à 8h27, on avait température, à 8h30, on avait PCR, à 8h40, on avait petit déjeuner, et ensuite, on avait un entraînement seulement, parce qu'on était proche des Jeux, et donc parce qu'il y avait l'affûtage. Donc l'affûtage, c'est quand les derniers réglages pour la compétition. Mais voilà, donc ça dépend vraiment de la période. La semaine prochaine, on part en stage à Lanzarote. Et donc là, on a jusqu'à 8 heures d'entraînement par jour. Parce qu'il y a des gros volumes et donc les gens, ils partent longtemps. Donc ils roulent, ils s'arrêtent, ils mangent et ils repartent ensuite. Donc voilà, c'est vraiment la préparation hivernale, comme disait Jules. C'est maintenant qu'on travaille pour récolter les fruits au mois de mai, juin, juillet, quand il fait beau. Donc voilà, mais c'est du travail quotidien quand même. Souvent, je fais des plans d'entraînement pour des athlètes de haut niveau et en principe, on fait 4 jours d'entraînement, donc soit 1 ou 2 fois par jour, 1 jour de repos et encore 4 jours d'entraînement à la file, etc. Il y a des questions toujours dans les collèges. Oui. Alors, il y a une question du collège Pfeffel. Est-ce que le collège Pfeffel veut prendre la parole là? Le collège Pfeffel. Non. Je vais parler. Allez, Sana, vas-y. Allez. On vous entend. Oui, bonjour. On avait une question par rapport au financement des appareillages pour nos athlètes handicapés. Voilà, savoir comment vous arrivez à financer et quels sont en fait les coûts, parce qu'on ne se rend pas du tout compte de ce que vaut une prothèse, un fauteuil ou un handbike. Jules. Alors moi, j'ai pas de combine spécifique. Ça fait partie de mon budget matériel, la prothèse au même titre que le vélo, par exemple. Donc c'est tiré sur mes sur mes fonds propres. Une prothèse de course à pied fémorale, elle est facturée par le prothésiste 12 000 €. C'est pas remboursé par la sécurité sociale parce que c'est considéré comme une prothèse accessoire, c'est pas une prothèse de vie quotidienne. Donc après, il faut trouver des financements et c'est là qu'interviennent des fois des partenariats privilégiés avec certains prothésistes, par exemple. Et puis du financement personnel et tirer sur les aides de sponsors, quoi. Peut-être Patrick peut nous dire combien coûte un handbike. Ouais, donc pour nous, un fauteuil roulant comme celui-là où je suis assis actuellement, il vaut 6 000 €. Un handbike, ça vaut, avec des roues carbone, ça vaut 20 000 €, avec changement électrique, etc., etc. Donc, vous voyez comment un jeune peut se payer ça quand il dit à son papa, je voudrais aller faire du handbike ou du triathlon. C'est impossible. Donc, par exemple, dans mon club,
on a une vingtaine de handbikes qu'on achète et qu'on met à disposition des enfants pour pouvoir découvrir, parce qu'on ne peut pas demander à des parents de payer un vélo à Decathlon à 200 € pour le grand frère et à 4 500 € ou 5 000 € pour le gamin handicapé. Donc, c'est impossible. Donc, voilà, c'est les clubs qui arrivent de temps en temps à en acheter 1, 2, 3 et on les met à disposition aux familles, parce que c'est aussi un des aspects importants dans la vie du gamin en situation de handicap. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'il peut faire en famille. Donc, souvent le sport, et en l'occurrence le vélo ou la natation. La natation, c'est pas très cool parce que pour discuter avec son grand frère, c'est pas évident. Mais de faire une séance de basket fauteuil ou une séance de handbike, ça permet de faire du sport en famille. Voilà. Mais le coût, c'est vraiment le gros problème. Voilà. C'est clair qu'on est impressionné par le coût du matériel. Ouais. Il y a une question du collège Saint-Louis, Forlane de Saint-Louis. Oui, est-ce que collège de Saint-Louis, il y a 2 questions. Une question pour Hugo, une question pour tous. Est-ce que vous voulez bien prendre la parole à Saint-Louis? Saint-Louis, est-ce que vous... Oui, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons plusieurs questions. Oui. Vas-y, passe pour les salaires. Est-ce que vous gagnez bien? Un chiffre. Juste pour rebondir sur la question, c'est vrai que c'est quand même intéressant parce qu'on voit des sportifs qui sont dans des clubs, je pense que vous avez un salaire. Et à côté de ça, on a Patrick Moïse, pratiqué, plus jeune, ou Jules Ripstein qui doit lui-même construire son budget annuel, quoi. Donc, voilà, si vous voulez répondre sur la question. Jules, peut-être, si tu peux répondre par rapport effectivement à ton côté professionnel, mais ouais. Ouais, moi, en gros, quand j'ai commencé en paratriathlon, donc en 2017, j'avais rien. J'ai quitté la boîte où je bossais, du coup, j'ai eu le chômage et je me suis servi de ces 2 années de chômage. Donc, j'étais financé par Pôle emploi, hein, et je m'en suis servi pour reprendre le sport et acheter du matériel et tout ça. Donc, j'ai investi dans ma pratique. J'ai eu de la chance parce que ça s'est bien goupillé en 2019 avec le titre mondial. Et du coup, ça a débloqué la situation au niveau du ministère, comme je vous l'expliquais en préambule. Et ça a débloqué aussi quelques sponsors. Et donc, depuis 2019, on peut dire que le but, c'est de rembourser l'investissement que j'ai mis au départ, personnel, et de vivre au quotidien avec la pratique, grâce à la pratique. Et j'y arrive parce qu'actuellement, on peut dire que j'ai plus qu'un SMIC mensuel. Alors, c'est moi qui me fais mon budget avec les sponsors, les aides territoriales et tout ça. Mais en gros, j'ai plus qu'un SMIC mensuel et ça me permet de payer mon loyer, de payer tous les à côté, les assurances, les machins, et de payer une partie de mes stages, une partie des courses. Et voilà, mon quotidien d'entraînement. D'accord. Peut-être une question à Léa, enfin la même question à Léa Hugo. Est-ce qu'il y a le salaire de votre club et est-ce que vous avez encore des partenariats à côté avec des sponsors ou des collectivités ou comment ça se passe pour vous? Alors, moi, oui, donc j'ai mon salaire. Et ce qu'il y a je suis très chanceuse parce que j'ai un appartement qui est fourni par le club. J'ai aussi une voiture. Donc, en fait, ça veut dire que tout ce qui est frais d'assurance, je ne paye pas non plus, je ne paye rien du tout pour mon appartement. Donc, en fait, l'argent que je reçois tous les mois, c'est pour me nourrir et pour des dépenses, pour mettre de côté. Donc, j'ai vraiment la chance de pouvoir tous les mois de pouvoir mettre de l'argent de côté, quoi. Voilà. D'accord. Hugo, peut-être? Ouais, nous dans le basket, dans le monde pro, ça dépend à peu près du statut des joueurs. Donc si c'est le meilleur joueur de l'équipe, forcément il va être très bien payé. Et si c'est un des moins bons joueurs, entre guillemets, forcément un peu moins.
Donc moi, là, je suis encore espoir, donc j'ai pas de contrat pro. Mais j'espère pouvoir en parler dans 1 ou 2 ans des salaires et pouvoir peut-être mettre un montant. D'accord. On te le souhaite. Patrick, savoir vous, comment vous avez fait pendant ces années, vous avez pratiqué à haut niveau pour financer le matériel, les déplacements, etc. Donc, moi, pour commencer, j'ai la chance que mes parents ils m'aient éduqué en m'expliquant qu'il fallait vivre avec ce qu'on avait et qu'on pouvait dépenser que l'argent qu'on a. Donc, c'était déjà une bonne base. Ensuite, j'ai toujours réussi à trouver des partenaires quand on a des projets qui tiennent la route avec du matériel à acheter et compagnie. On arrive à trouver les partenaires et je crois que ça, c'est vraiment important. C'est qu'il faut avoir des projets pour pouvoir trouver des partenaires. Ensuite, c'est vrai que le handisport a évolué ces dernières années. Maintenant, ils ont des contrats, ils arrivent à avoir des emplois, par exemple à la douane ou à l'armée des champions, etc., chez EDF, chez France Télécom. Donc ça aussi, c'est une évolution. Mais je crois qu'une des plus belles choses quand même, et c'est peut-être ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est que le plus beau salaire quand même, c'est que chaque jour que tu te lèves avec un plaisir parce que tu vas faire quelque chose que tu aimes. Et je crois que ça n'a pas vraiment de prix parce que nous, on habite près de la Suisse. On sait que beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent en Suisse, mais qui n'ont pas vraiment le sourire en y allant chaque matin et en rentrant chaque soir. Donc, moi, j'ai une fille qui est cavalière professionnelle, qui travaille beaucoup d'heures. Et voilà. Et chaque matin, par contre, quand elle se lève, elle a une banane comme ça parce qu'elle va faire ce qu'elle aime. Donc, je crois que c'est quand même ça le plus important dans ce qu'on fait, de faire ce qu'on aime. Après, bien sûr, si on a le temps, si on a la chance de gagner de l'argent ou beaucoup d'argent, comme les sports qui sont les sports médiatiques, tant mieux. Mais la plupart des champions ne gagnent quand même pas des milliers, des cents. Et voilà, donc... mais je crois que le plaisir, c'est déjà une belle récompense. Merci Patrick. En fait, vous avez fait la transition vers notre conclusion, en fait, puisque je vais demander à nos invités, comme vous l'avez fait, un peu entre guillemets, de donner un dernier conseil aux collégiens qui nous suivent, pour ceux qui caressent l'espoir de pratiquer du sport à haut niveau et d'en faire leur métier, on va dire. Donc, je ne sais pas, peut-être Nicolas. Oui, mais je vais effectivement rebondir sur ce que disait Patrick. Effectivement, la plus grande richesse, c'est pas forcément d'aller avoir des gros salaires. C'est sûr, la période de haut niveau permet pour certains d'accumuler un petit pécule, mais sur lequel il va falloir capitaliser. C'est un investissement. La carrière sportive, elle dure pas longtemps, la carrière sportive de haut niveau. Par contre, la vraie richesse, c'est les rencontres. Et là, on n'a pas besoin de faire du sport de haut niveau ou d'être un athlète d'exception pour pouvoir en bénéficier. La pratique du sport permet ces rencontres-là, permet d'échanger. En pratiquant dans un club ou en vivant dans une section sportive, des émotions, ce sont des liens d'amitié qui restent à vie et on apprend à travailler ensemble, à mettre de côté certaines animosités aussi qu'on pourrait avoir, apprend à se concentrer sur un objectif qui est de performer. Et ça, c'est une école de vie qui est vraiment importante, qu'on peut vraiment réexploiter dans la vie après au travail, même dans sa vie personnelle. Et je pense que voilà, la richesse d'une pratique sportive et d'une pratique sportive avec des partenaires qui vont nous aider à progresser parce qu'on a envie de se dépasser, parce qu'on a envie de progresser ensemble. Et pour moi, c'est une richesse c'est la plus grande des richesses. Et j'ai pratiqué aussi de manière intensive et j'ai beaucoup de plaisir à retrouver des copains avec qui je m'entraînais. Maintenant, dans le monde du travail, avec qui on peut monter des projets. On sait très bien qu'on a été peut-être adversaires à un moment donné, mais on a adoré s'entraîner ensemble et on adore maintenant monter des projets ensemble au service des sportifs, au service des jeunes. Et voilà, il faut profiter de cette semaine olympique pour en parler parce que les Jeux, c'est chouette, c'est important, mais au quotidien, c'est la pratique sportive qui nous anime et qu'on veut promouvoir. Tout à fait. Jules Ripstein, peut-être un dernier conseil pour les collégiens avant de se quitter? Ouais, alors, je n'ai pas trop
de tips particuliers à donner, mais juste, comme le disaient Nicolas et puis Patrick, prendre le maximum de plaisir dans ce qu'on fait et puis croire en ce qu'on a envie de faire, suivre comment dire, nos envies et ne pas se laisser mettre des bâtons dans les roues par certaines personnes, voilà, parce que peut-être tu n'y arriveras pas, peut-être machin. En fait, non, il faut juste faire ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai jamais été très bon à l'école parce que je voulais faire du sport. Je m'investissais plus dans ma pratique qu'à l'école. Et puis, j'ai réussi à faire plein de trucs quand même, à avoir 3 ou 4 diplômes différents. Parce qu'en fait, à partir du moment où ça vous plaît, il faut aller dedans et il faut se donner les moyens de réussir et puis de se faire plaisir. Voilà. Léa, peut-être un petit mot? Oui, bah, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Patrick. C'est vrai que se lever tous les matins en allant à l'entraînement ou en allant même, moi je parle en tant que sportive, mais il y a plein d'autres métiers qui sont juste magnifiques. Et en fait, c'est juste se lever le matin et être fier de ce qu'on a accompli et d'être fier de la personne qu'on est. Je pense que là, vous êtes au collège et c'est aussi un moment dans la vie où on se construit. Après, vous allez voir que le lycée et tout, tout va très vite et on doit faire des choix de filière, des choix de vie. Il n'y a même pas que ça, il y a aussi des choix de camarades avec qui je m'entoure, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de grandir, les amis, quelles sont les bonnes personnes pour moi ou pas. Voilà, c'est un moment où il faut juste en fait se dire où est-ce que j'ai envie d'aller, quelle personne j'ai envie d'être plus tard. Et voilà, je pense qu'il faut c'est un moment de vie où il faut prendre les choix et savoir qui on est. Et nous, on est sportifs, on a choisi cette vie-là, mais il y a plein d'autres opportunités, plein d'autres options de vie. Et voilà, il faut juste se lever le matin et être fier de qui on est et des choix qu'on a décidé de faire. Donc voilà, ce sera un peu mon avis. Hugo, à toi. Bon, bah, ils ont à peu près tout dit. Mais donc, si je peux appuyer vraiment sur quelque chose, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves, et puis le travail, ça va toujours payer. Donc, si c'est pas maintenant que vous aurez des bons résultats, que ce soit scolaire ou sportif, ce sera peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, l'année prochaine. Donc, vraiment, s'il y a des échecs, remotivez-vous et vraiment à fond, continuez à travailler, et puis ça va finir par payer. Alors, je vous remercie d'abord tous vraiment d'être venus à cette table ronde en visioconférence. Patrick, Léa, Jules, Hugo, Nicolas, un grand merci à vous tous au nom des collégiens. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles on n'a malheureusement pas pu répondre. Alors, j'ai une petite sollicitation pour vous, les athlètes, puisqu'il y a des questions qui vous sont destinées. Si vous pouviez encore prendre 5 minutes, même si les collégiens doivent nous quitter, et faire des clics droits sur les questions qui vous sont destinées. Hein. Il y en a pour Patrick, pour Léa, pour Hugo. Si vous voulez bien y répondre, Jules également. Et on enverra le fil de conversation au professeur pour qu'il puisse encore donner vos réponses aux collégiens. Ce serait très sympa. On passerait par ce biais-là parce qu'on n'arrivera pas ou alors on va vraiment beaucoup dépasser. Est-ce que c'est possible pour vous? Super. Merci beaucoup. Pas de souci, avec plaisir. Ok, très bien. Et on vous enverra ça au collège. Et on vous remercie. Et on tient aussi à excuser Anthony Cassi du Racing Club de Strasbourg qui a eu un entraînement imprévu. Donc, vous voyez, il y a, comme le disaient avant nos athlètes, il n'y a pas forcément de journée type, il n'y a pas de semaine type, il y a des imprévus et il faut s'y adapter, quoi. Voilà, donc on vous remercie. Et puis les collégiens, on vous invite à suivre les athlètes qui étaient là sur les différents réseaux sociaux. Je pense qu'on peut trouver des choses sur vous pour voir votre actualité et puis vos réussites sportives. Et on vous souhaite le meilleur pour les temps à venir. Les applaudir. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.